Bonjour à tous et bienvenue sur votre live LinkedIn d'Orange Business Services dédié aujourd'hui au multicloud qui connaît un essor spectaculaire depuis quelques années. Le multicloud qui va devenir la norme pour 75% des entreprises d'ici 2022. Alors au sein même de ce type d'organisation, il y a le cloud hybride. Le cloud hybride qui a aujourd'hui le vent en poupe. Mais pourquoi cet engouement? Pourquoi est-ce que les entreprises privilégient le cloud hybride? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec nos deux invités. Mais avant même de vous les présenter, je vous rappelle qu'à la fin de cette émission, il y aura un Q&A. Vous pourrez nous poser toutes vos questions en direct via cette tablette. Je les aurai également et nous y répondrons avec beaucoup de plaisir. Alors mes deux invités justement pour répondre à vos questions tout à l'heure et puis pour débattre de cet engouement autour du cloud hybride. Il s'agit de Xavier Perret. Bonjour, bienvenue Xavier, directeur du Cloud Azure chez Microsoft. Et puis vous également, Guillaume Renaud, bonjour et bienvenue. Vous êtes le vice-président multicloud pour Orange Business Services. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, de cette hybridation, du pourquoi, du comment et de pourquoi cet engouement, il y a aujourd'hui le Cloud Native Society. Guillaume, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Oui, tout à fait. Alors, quelle est la genèse du Cloud Native Society ? C'est ça. Alors, on est dans un contexte, on le sait tous, de transformation digitale, et le cloud public est le moteur de cette transformation digitale. La transfo, elle est globale, c'est-à-dire, bien sûr, il y a une transformation des infrastructures, mais surtout une transformation de la manière dans laquelle on les opère. On va parler de DevOps, transformation des applis, tout le grand mouvement de modernisation des applications avec des containers, et puis une transformation des data vers des plateformes cloud natives pour être capable de gérer plus de données, pour être capable de faire de l'intelligence artificielle. Et le mot-clé sur ces trois, c'est cloud native. C'est-à-dire qu'on a vu une évolution sur le marché où, quand les clients vont sur du cloud public, ils veulent tirer le maximum de valeur du cloud public. Maximum de valeur, ça veut dire utiliser les capacités natives, concevoir pour le cloud. D'où le premier terme, on va dire, cloud native, hein. Et après c'est society. On est dans un monde cloud, on est dans un monde multi-cloud même. On se rend compte qu'il y a plusieurs acteurs, hein, cloud privé, cloud public, et sur le cloud public, trois acteurs majeurs, nos trois partenaires, Microsoft Azure, bien sûr, Amazon Web Services et Google Cloud Platform, qui représentent 70% du marché en France. Nous, on est partenaires de ces trois acteurs qui ont des propositions différentes, qui ont parfois des propositions un peu similaires. Donc, on trouvait intéressant d'arriver à associer nos trois partenaires pour nos clients. Et nous, je vais dire, faire un petit peu monsieur loyal, pouvoir à la fois avoir un rôle d'expert et avoir un petit peu un rôle de recul, un rôle neutre. Voilà, d'où ce thème de Society. Donc, Cloud Native Society, c'est vraiment comme ça que est venue l'idée. Et puis, le programme, il va se décliner sur 2 temps, donc ce qu'on appelle un think tank et un do tank. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ouais, justement. Alors, le think tank, c'est beaucoup plus la cible des décideurs. Quels sont les enjeux ? Clarifier les enjeux, ce qu'on va faire là, hein, ce qu'on va essayer vraiment de faire là, soit sous forme de tribune, soit sous forme de live. Et puis le do tank, ça va être quelque chose de plus concret. Finalement, concrètement, comment ça marche ? Donc, soit sur des retours d'expérience, des case studies qu'on va partager, soit sous forme de lab, parce que derrière, il y a de la techno. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ? Comment est-ce qu'on la met en œuvre ? Comment on l'exploite ? Voilà, soit des labs, soit des vidéos. Donc voilà l'idée du programme. J'espère que ça va plaire à tout le monde. Écoutez, en tout cas, ça a l'air de plaire à tout le monde. Et puis, cette norme qui arrive, 75% des entreprises d'ici 2022, c'est pas rien. Autant dire une presque homogénéité de toutes ces entreprises françaises, mais aussi à l'international. Et ça, on en parlera peut-être également ensemble. Alors, pourquoi est-ce que cette hybridation s'impose ? Quels en sont les bénéfices ? On va aussi pouvoir en débattre ensemble. Pourquoi est-ce que ce modèle de cloud hybride, Guillaume, vous allez me répondre, intéresse tant les organisations ? En fait, avant de parler de modèle, le monde, il est hybride. C'est-à-dire qu'on est en cours de transformation vers le cloud public. Ça, c'est vrai. À part certaines entreprises, on va dire, qui sont nées dans le cloud, certaines startups, on retrouve du on-prem, du cloud privé, du cloud public dans toutes les entreprises. Et dans les strates de tous nos clients, il y a un curseur. Est-ce que je vais mettre 20%, 50%, 75% de mes applications dans du cloud public ? Chacun a son curseur, son propre curseur, en fonction de sa stratégie, et parfois en fonction de ses contraintes, qui peuvent être des contraintes économiques, qui peuvent être des contraintes autour du RGPD, parce qu'on ne veut pas forcément sortir toutes les données vers du cloud public, qui peuvent être des contraintes de non-compatibilité de certaines applications. Donc on a ce curseur. Et le moteur, comme on a dit, c'est l'agilité. Ce que veulent faire les entreprises, elles veulent se transformer. Elles ont besoin d'agilité, elles ont besoin d'aller très vite, et elles ont 2 moteurs quelque part. Elles ont leur existant, et ils ont l'agilité que leur apporte ce cloud public. Et cloud hybride, si j'essaie de schématiser, c'est de se dire, j'ai un moteur qui est très agile, qui est très rapide, qui est le cloud public. Comment, avec mes 2 moteurs, je peux avoir de l'agilité pour mon entreprise, sans pour autant, ce qu'on retrouve généralement,
doubler les coûts. Je rajoute un autre moteur, il faut bien que ça ne me double pas mes coûts. Gérer une sécurité complète, hein, c'est important que la sécurité, je mets une nouvelle cloud, eh bien on ne perde pas en sécurité. Et puis surtout, accompagner les collaborateurs, c'est des changements importants au niveau des équipes. On va en reparler peut-être plus tard, autour du DevOps, la formation. Ouais. C'est un projet de transformation, c'est de la techno, mais c'est avant tout un projet de transformation. Avec cet accompagnement. C'est ça. Et si on ne met pas les collaborateurs au cœur, c'est le projet du cloud hybride, de se dire, voilà, il n'y a pas le cloud public d'un côté et le cloud privé de l'autre. On est tous au même endroit, on est tous au même cloud hybride, on va homogénéiser tout ça. Et ça, c'est vraiment, je pense, l'un des critères de succès et de réussite de ce cloud hybride. Xavier Perret, je vous voyais acquiescer à ce que disait Guillaume Renaud. Les entreprises, elles ont compris qu'aujourd'hui, il fallait aller vers le cloud. Oui, je pense qu'on est passé, on le voit, une accélération depuis 2 ans, alors pas seulement par la pandémie, etc., du pourquoi je vais dans le cloud. Je pense que tout le monde a intégré, quelle que soit la taille d'ailleurs de l'entreprise, qu'elle soit la plus grande ou les plus petites, les ETI, les PME derrière, vers le comment j'y vais pour bénéficier finalement de ces capacités d'innovation, de flexibilité, etc., qu'a exprimé Guillaume. Et c'est vrai que du coup, il faut prendre en compte le fait que l'entreprise a un historique, un legacy, comme on dit, un patrimoine applicatif, de données aussi. Et du coup, comment je fais pour garantir finalement de bénéficier de cette innovation, on va dire ça au sens large, de cette agilité, tout en respectant ma compliance, ma sécurité, etc. derrière. L'ADN de l'entreprise. L'ADN de l'entreprise, exactement, et puis les contraintes, j'allais dire, de l'entreprise. Donc c'est là qu'est venu finalement le développement de pas mal d'outils hybrides, qui, tout simple, c'est comment je suis dès aujourd'hui, je peux avoir des pratiques cloud native, même si en fait je suis dans un monde hybride, partiellement cloud public et partiellement cloud finalement on-prem derrière. Qu'est-ce que ça change pour les plateformes data, cet hybride ? En fait, le sens même de l'hybride, c'est autour de la data. C'est-à-dire que clairement, les entreprises ne se sentent pas à l'aise de tout mettre, et pour autant, pour prendre une décision, de tout mettre dans du cloud public. Pour prendre une décision, j'ai besoin de l'ensemble de mon patrimoine de data. Donc c'est vraiment stratégique d'être capable, même si mes données, certaines données ne peuvent pas quitter l'entreprise pour des très bonnes raisons, d'être capable de profiter de l'innovation, par exemple sur le machine learning ou autre, et d'avoir une vue surtout homogénéisée de ma donnée, peu importe dans quel cloud finalement elle va être traitée, et elle va être stockée. Xavier ? Oui, je pense que le besoin des entreprises, c'est développer, on parle beaucoup de modernisation d'applications, c'est développer des nouvelles applications. Je veux améliorer ma relation client, améliorer ma supply chain, l'application au sens large. Et pour ça, évidemment, il faut être data-driven, il faut utiliser les data. Pas de chance, j'allais dire, les data, elles sont telles qu'elles sont, dans des silos de données parfois, historiques, comme on le disait, de rachats successifs d'entreprises, etc. Et donc c'est vrai que le cloud permet de désiloiser complètement, donc c'est natif dans le cloud ces outils-là. Et donc comment on met à disposition ces outils pour pouvoir finalement tirer ces données, rajouter l'intelligence artificielle, du machine learning, pour développer ces nouvelles applications qui vont créer de la valeur pour l'entreprise, tout simplement. Et ce qui est très intéressant avec vous deux, c'est que vous avez à démocratiser ces concepts aussi compliqués pour nous le faire comprendre. Alors, si vous avez des questions à poser à Xavier Perret, à Guillaume Renaud, vous n'hésitez pas, vous pouvez d'ores et déjà les poser sur Internet avec cette tablette. Nous aurons les questions et nous y répondrons bien sûr en direct à la fin de cette émission. On va passer à une seconde partie cette fois. Comment assurer un pilotage unifié du cloud hybride? Parce qu'une fois qu'on a pris une décision, comment est-ce qu'on le pilote? Comment est-ce qu'on le pilote correctement, en homogénéité et puis aussi en toute sécurité? Guillaume Renaud, justement, comment est-ce qu'on assure ce pilotage unifié d'un cloud hybride qui regroupe plusieurs infrastructures différentes? Parce que c'est ça aussi le challenge. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a eu, 2 ou 3 périodes dans le cloud hybride. Au début, on avait un barycentre qui était très cloud privé. Donc du coup, quand on a testé le cloud public, on a porté finalement nos outils, nos méthodes, nos process. Et la vue unifiée, c'était la vue de cloud privé, qui également s'étendait sur le cloud public. Puis on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la bonne agilité parce qu'on avait un cloud public qui était très moderne, qui proposait des nouveaux systèmes. Ça nous freinait. Les gens ont fait que du cloud public, se sont rendus compte que le modèle cloud native, il marchait très bien. Et on arrive du coup à une deuxième étape, qui est un petit peu l'inverse. Le barycentre que l'on cible, c'est un barycentre cloud public. Les outils, le pilotage unifié, c'est le pilotage unifié depuis le cloud public, depuis les outils de monitoring, depuis le portail qu'amène le cloud public. Et on veut du coup intégrer notre cloud privé, nos on-premise, avec ce cloud public. Et là, c'est là que les technologies, je pense que vous avez en parlé, les technologies comme Azure Arc sont particulièrement intéressantes, puisque je vais prendre, moi, mon modèle opérationnel, les nouveautés que me propose ce modèle opérationnel, la force du modèle opérationnel qu'on va retrouver dans un Azure, et quelque part, en schématisant, je vais pouvoir faire du Azure compatible ou de l'Azure Ready on-prem
et voir ça d'une manière unique dans le cloud Azure ou bien sûr dans les outils de monitoring ou de pilotage que l'on propose. Et là, ça unifie forcément tout à fait. Le tout. Xavier... Ouais, Guillaume le dit très bien. Donc effectivement, c'est Azure Arc chez Microsoft. Arc comme une arche ou un viaduc, on va dire, qui va faire les ponts finalement. Qui est flexible aussi. Et qui est flexible. Et en fait, c'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire, dans le cloud public d'Azure, il y avait un certain nombre de tableaux de bord, voilà, un control panel qui permettait de faire l'inventaire de ses ressources, de faire le bon tagging, de les surveiller, le monitoring, etc. Ce qui a été fait depuis à peu près 2 ans, c'est finalement d'utiliser ce tableau de bord et de l'ouvrir complètement vers d'autres ressources qui sont ailleurs finalement. Donc être capable d'utiliser les mêmes outils, aussi de sécurité, on va y venir je pense, mais voilà, mais de l'étendre pas seulement sur ce qui était dans Azure, mais en plus sur ce qui est on-prem, donc hybride, voire dans d'autres clouds. Et c'est ça la force, c'est que ces outils-là, c'est finalement les outils historiques de Microsoft. On connaît Microsoft pour finalement la gestion des identités, l'authentification, la sécurité derrière. Donc c'est l'extension de ça, c'est naturellement dans le monde de cloud hybride. Et alors ce qui fait la différence aussi, c'est votre partenariat, les 2 entités, les 2 entreprises, ce partenariat de longue date. En quoi justement est-ce que ce partenariat avec Microsoft, Guillaume, il fait la différence au quotidien et aussi pour les entreprises qui décident de travailler avec vous? Oui, tout à fait. Je pense que quand on va dans du cloud hybride, ça paraît évident. Ce qui est important, c'est bien de maîtriser le cloud cible, donc Azure, et de bien maîtriser les opérations sur le cloud privé. Et c'est là qu'on en retrouve toute la force, parce que nous, en tant qu'opérateurs de services très forts dans le cloud privé, on a l'habitude de faire ça depuis très longtemps, c'est l'ADN de l'entreprise. Et depuis plusieurs années, on a noué un partenariat très fort autour d'Azure, donc, qui prend la forme d'une practice ou d'un Cloud Center of Excellence dédié à Azure. On a plus de 500 personnes formées, certifiées sur Azure. Et du coup, pour nos clients, c'est qu'on va avoir finalement ces 2 ponts, le meilleur des 2 mondes. On connaît très bien, on sait comment on opère sur vos clouds privés, on sait très bien comment on opère en mode cloud natif, et donc le curseur, le client, voir avec lui comment il le décide, et on va pouvoir les... Voilà. Toujours, hein. Exactement, c'est ça qui est important, parce que chaque entreprise a sa propre ADN, oui. Et le barycentre, il va être différent, et ensuite, il va falloir transformer. Et là, c'est là que, je veux dire, la 3e partie est importante pour nous, c'est nos équipes digitales, nos équipes data, pour aider les clients, une fois qu'ils ont défini sur ce curseur, à moderniser leur appli, à moderniser les containers, à moderniser leur plateforme data. Et je pense que ça fait la différence. Xavier? Oui, de la même façon, je pense que travailler avec un acteur comme Orange, en plus, historiquement, on est partenaire depuis très très longtemps, mais c'est vrai que Orange combine, pour ses propres besoins d'ailleurs aussi, ce mix-là d'hybride. Donc assez naturellement, ce qu'il fait pour lui-même, il le propose aussi avec d'autres sur des technologies Microsoft, tout simplement. Agilité, unification et puis sécurité, toujours. Ça, c'est aussi au centre de vos 2 ADN respectifs. Il y a beaucoup de sens autour de cette sécurité. Si on fait justement un pilotage unifié, est-ce qu'on sécurise de la même façon, de façon unifiée? Alors, je dirais oui et non. Le cloud public, il propose des méthodes complémentaires qu'on va du coup pouvoir utiliser. Je vais en citer 2. Une méthode, par exemple, autour de ce qui est plutôt le security by design, c'est-à-dire qu'avec des policies, on va être capable, parce que le cloud public, il est ouvert, on est obligé d'être plus spécifique sur la sécurité, et donc toute cette sécurité par policy, on va pouvoir la porter dans du cloud public, dans du cloud privé, ça c'est très important. Et puis après, c'est tout ce qui va être autour du SIEM, c'est-à-dire les capacités qu'offre le cloud public à analyser énormément de données pour anticiper les attaques, anticiper les problèmes. Et donc là, bien sûr, on a ça dans le cloud public. En couplant le cloud privé, on va pouvoir remonter finalement toutes les données, toutes les alertes de sécurité de même manière dans le cloud public et avec les bons modèles, capables d'anticiper encore plus rapidement. Donc je pense que c'est vraiment complémentaire. Xavier? Oui, alors Microsoft a lancé une initiative, j'aime bien, qui s'appelle Zero Trust, qui ne veut pas dire pas de confiance, justement, qui est paradoxale. Parce que le nom peut porter exactement, un peu à confusion. Mais qui est l'inverse, qui est de ne pas faire confiance, justement, pour mieux être, j'allais dire, parano. Derrière, paranoïaque, et l'a complètement appliqué sur le cloud public avec des outils. Alors Guillaume parlait de ces SEIM, donc c'est quoi? C'est des outils intelligents pour pouvoir pister, détecter s'il y a des intrusions malveillantes, etc. Et donc les outils via Azure Arc sont aussi du coup disponibles par extension sur l'ensemble des ressources directement d'Azure Arc, donc dans le monde hybride. Donc c'est vraiment porter ce côté Zero Trust parce que je suis dans le cloud public, donc quelque part j'ai ouvert mon système d'information derrière. C'est quoi, donc, si on ouvre une porte? À partir du moment où on a construit son système d'information en se disant je l'ai ouvert parce que j'ai bénéficié de l'innovation, donc j'y ai mis des barrières de sécurité, alors qu'avant, dans le cloud privé, on fermait tout, j'allais dire. Oui, c'est ça. Du coup, il y a énormément d'outils maintenant disponibles sur Azure et on va le transposer ou le retransposer dans le monde historique, on va dire, le patrimoine historique de l'entreprise.
Eh bien, forcément, j'imagine que vous avez beaucoup de questions à poser à nos deux invités. N'hésitez pas à les poser dès à présent. Nous y répondrons bien sûr à la fin de cette émission. Vous utilisez votre téléphone, votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette. On reçoit les questions, on en parle dans quelques instants. On va se lancer sur cette troisième grande partie. On a parlé de cette unification, on a parlé de sécurité, on a parlé d'agilité, d'innovation, mais on l'a dit, 75% des entreprises en 2022 vont passer à l'hybride. 2022, c'est demain. C'est dans quelques mois, ça va aller très très vite. Et l'idée, c'est comment gagner dès maintenant en agilité et en innovation. Alors justement, Xavier, ma question, elle est pour vous. Est-ce que c'est un moyen de disposer facilement d'un catalogue de services utiles et innovants, dès à présent? Dès à présent, exactement. Je pense qu'il y a vraiment deux choses. Il y a le catalogue de services et puis il y a le sujet du processus derrière. Voilà. C'est vraiment un changement de paradigme. Donc, catalogue de services, oui, c'est-à-dire que tout ce qu'on dit comme plateforme as a service, c'est-à-dire des outils de développeurs, pour ne pas se préoccuper en fait de la ressource d'infrastructure. Et donc ça va être dès aujourd'hui disponible en fait via Azure Arc sur les ressources de l'entreprise on-prem. Donc ça c'est important. On a déjà des entreprises qui commencent à finalement développer des nouvelles applications rapidement, en toute agilité. Du coup les développeurs d'ailleurs se concentrent sur l'aspect métier, développement, et voilà s'affranchissent finalement derrière de l'infrastructure derrière. Et donc c'est ça le cloud native, c'est vraiment ce changement de paradigme, c'est-à-dire du coup le développeur, il ne va pas avoir à négocier avec quelqu'un pour dire quelles ressources dont j'ai besoin, voire pas tellement s'en préoccuper, il ne s'en sait rien. Et celui qui va administrer le cloud au sens large via Azure Arc, il va être plutôt à définir des gabarits, il va définir, contrôler les ressources, contrôler les coûts aussi derrière, pour permettre finalement que dès que le développeur il a développé l'application, c'est publié via les outils qu'on connaît de Visual Studio Code, GitHub, etc. derrière. Donc il y a une espèce d'accélération finalement du développement, et puis surtout d'être sur le vrai métier du DevOps, qui est celui de développer une application métier qui crée la valeur. Source du DevOps. Et puis avec un gain de temps, comme vous l'avez expliqué, qui est considérable. Qui est considérable. Et donc de coup, puisque je mets plus vite dans les mains du client, donc je teste plus vite, donc je sais si ça marche ou pas beaucoup plus rapidement. Ouais. Est-ce qu'avec l'hybride, le cloud native dans les environnements on-premise, ça va aussi s'adapter, se faciliter, s'unifier? Je pense que c'est un des éléments clés, c'est-à-dire que les transformations des applications, comme on l'a dit, le cloud a généralisé, accéléré la transformation vers les containers. Et pas juste parce que c'est plus léger, parce que les containers, et le fait qu'on soit dans des containers managés, dans des plateformes DevOps, dans le mode cloud, on peut mettre à jour, le développeur directement mettre à jour son environnement, ses microservices, c'est-à-dire qu'on va découpler les Legos une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois par jour. Là où avant, dans un environnement classique, les mises en production, c'était une fois par mois, une fois par trimestre, voire une fois par an. D'accord. Et donc, le cloud public permet de faire ça, mais on veut faire des containers dans le cloud native. Et des technos comme Azure Arc, c'est ça qui sont intéressantes, puisqu'elles vont permettre de ne pas avoir à gérer la complexité de manager des plateformes DevOps, mais surtout des plateformes containers. Et donc, on pourra avoir un container managé, on va dire l'équivalent de ce que propose un Azure Kubernetes Services par exemple, proposer ces plateformes containers managées chez nous. Et du coup, moi, je vais retrouver la force et ce que j'aime bien dans l'environnement Azure, je vais me le retrouver dans mon environnement on-premise. Et donc, je ne vais pas être obligé de me dire, moi, je veux aller vers du développement cloud native, mais cette application, pour des bonnes raisons, je ne peux pas la mettre dans Azure. Et bien, c'est pas grave, tu pourras la mettre dans ton cloud privé et tu retrouveras, on va dire, un environnement qui est équivalent, tes containers qui seront managés pour toi par Azure Arc, alors qu'ils étaient managés pour toi par la plateforme Azure. Et puis surtout, comme on l'a dit, une interopérabilité avec les outils DevOps. Bon, bien sûr, on s'en attend avec les outils DevOps de Microsoft, type Azure DevOps, mais aussi avec les outils DevOps open source, comme GitHub, comme GitLab CI, voilà, comme Cycloid, que nous on utilise, et qui se connectent nativement, parce que c'est les mêmes API, c'est les mêmes interfaces. Et ça, c'est vraiment un élément clé, puisqu'on n'a plus à choisir. On veut aller dans du cloud native on-prem, on fait du cloud native on-prem, et on retrouve le même confort qui a fait que c'était autant populaire dans du cloud native sur cloud public. Et encore une fois, à court terme, ça va vite. Exactement. Parce que ça, c'est important. C'est possible tout de suite. C'est vraiment possible tout de suite. On en parlera peut-être un petit peu. La techno, elle existe depuis plus de 18 mois. On la teste depuis plus de 18 mois. C'est important de le dire. Voilà, donc c'est des choses qui existent déjà. On n'est pas en train de vendre le futur. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas en train de vendre quelque chose qui n'existe pas. On parle d'aujourd'hui. Alors d'ailleurs, Xavier, en préparant cette émission, j'ai appris que vous aussi, vous étiez développeur. Oui, un petit peu. Ouais, avec votre fils. Avec mon fils, oui. J'en parle mais c'est intéressant parce que du coup, vous pouvez parler de ce que vous connaissez. Est-ce que ça permet aussi du développement agile, tout ce qui est en train de se faire? Oui, mais complètement. Je pense que c'est vraiment... Alors, on fait des courses avec mon fils, en fait. C'est-à-dire, on veut développer une application, et puis moi, je la fais en mode traditionnel, puis il la fait en mode PaaS, donc serverless, parce qu'il n'y a pas que le container derrière aussi. Il y a aussi tout simplement des outils, alors ça s'appelle Azure Functions, Logic Apps,
ce qui permet de ne pas avoir trop de faire de code. Bon, bah, lui, il va beaucoup plus vite à développer, il est nativement là-dedans d'ailleurs, et puis il va le publier directement sur GitHub. Donc, on a vraiment un impact finalement de ces nouveaux modes de développement derrière, même si, encore une fois, on est sur une infrastructure existante derrière, qu'elle soit d'ailleurs container ou pas. C'est-à-dire que je pense qu'un des éléments aussi importants, c'est que même si l'entreprise a là un environnement de data, par exemple SQL, donc relativement traditionnel sur la partie data, ou pure infrastructure, bon, bah, Azure Arc fonctionne aussi dans cet environnement-là. C'est le seul outil qui peut le faire aujourd'hui sur le marché. D'accord. Quel impact sur les populations accès data alors? Sur les populations accès data, je trouve qu'elles vont pouvoir bénéficier des évolutions, typiquement base de données managée, c'est en train d'arriver, puisque passage dans le cloud, c'est vraiment le passage d'une logique où la data était vraiment gérée au-dessus des VM, donc vraiment en mode IaaS. Le cloud a démocratisé l'usage de data en mode PaaS, que ce soit de la base de données, des data lakes, IA, etc., data warehouse, du coup, comment est-ce qu'on veut utiliser les mêmes innovations? Et c'est ça qui va être très intéressant avec Azure Arc et les nouveautés qui vont arriver, de pouvoir bénéficier de ces mêmes services de data managés dans les environnements on-prem et de manière unique et pilotée de manière centralisée. Alors, il y a forcément une question qui reviendra et que je vais me permettre de vous poser tout de suite parce qu'on parle beaucoup du besoin d'agilité. On en a parlé beaucoup depuis le début de ce live et on a bien compris que pour les entreprises aujourd'hui, et ça s'est accentué aussi avec les différents confinements et avec cette pandémie, les entreprises ont besoin d'être agiles, elles ont besoin de pouvoir réagir. C'est quoi le principal bénéfice de votre offre d'hybridation sur ce plan? Peut-être Guillaume, vous allez me répondre? Oui, tout à fait. Alors, je vais dire, il y a beaucoup d'offres hybrides. Qu'on aime bien comme Xavier en a un petit peu parlé, ce qu'on aime bien sur Azure Arc, c'est que c'est une offre qui ne propose pas que des containers. Donc les containers, c'est clair que c'est le premier besoin, parce qu'on veut moderniser, on en a parlé un petit peu. Elle couvre aussi les VM, donc quelque part l'infrastructure, on va dire legacy traditionnelle. Et je prends mon existant et je vais lui apporter des petits quick wins, je vais apporter des policies, je vais apporter une vue centralisée. Et commence à arriver, ce qu'on a parlé, la partie PaaS, donc un petit peu sur la partie base de données, et puis certaines fonctionnalités qui arrivent progressivement. Donc ça c'est intéressant parce qu'on a un périmètre complet. Et je veux dire, nous, le sujet sur lequel on croit beaucoup et notre force, c'est notre capacité à opérer de manière sécurisée, parce qu'avec Orange Cyberdéfense, on est un des leaders européens de la sécurité. Opérer sans couture un environnement on-prem privé, un environnement pur cloud public et un environnement hybride. Et d'avoir les mêmes outils, les mêmes process qui s'adaptent au fur et à mesure. Je pense que la différence que nous on veut faire sur le marché, c'est celle-là, c'est que cette transformation, vous avez votre curseur, elle sera à toute confiance. Que vous ayez un curseur très proche du cloud privé, très proche du cloud public ou entre les deux, nous, on vous accompagne dans cette transition avec des outils homogènes et surtout sécurisés à moindre coût. Vous avez des questions à poser à nos deux invités, n'hésitez pas, ça se fait d'ici moins d'une petite minute. Vous pouvez poser vos questions dès à présent sur le live, via votre tablette, votre smartphone ou encore votre ordinateur. On va conclure ce live ensemble, tous les trois. On a compris que le cloud hybride, c'est une manière de réunir aussi le meilleur de ces deux mondes qu'il y avait avant, le privé, le public. On a cette hybridation. Quel parallèle est-ce que vous pourriez faire chacun d'entre vous dans la vie de tous les jours, encore une fois, pour démocratiser ce propos, Guillaume? Ouais, quand on pense hybride, on va penser à la voiture hybride. Et je pense que le parallèle, il est assez bon parce qu'une voiture hybride, c'est une voiture qui a deux moteurs. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ils ont deux caractéristiques différentes. Et selon ce qu'on veut faire, on utilisera plutôt l'un ou plutôt l'autre. Et si je vais un peu plus loin, dans une voiture, il y a un seul volant, un seul pilote. Et ça, c'est clé, c'est que finalement, vous avez vos deux moteurs, et dans chaque entreprise va avoir ces deux moteurs, c'est la réalité. Tout le monde a déjà deux moteurs, ils sont plus ou moins développés, et en fonction d'où vous voulez aller, le pilote, c'est le DSI, et c'est lui qui va décider s'il va plutôt utiliser un gros moteur électrique ou plutôt un gros moteur thermique pour aller, pour aller à bon port. Oui, pour aller là où il veut. En tout cas, c'est une image qui nous a parlé à tous. Xavier, qu'est-ce que ça vous évoque, vous? Ouais, pour compléter, en fait, finalement, Azure Arc ou finalement notre partenariat, c'est le tableau de bord, finalement. C'est-à-dire que c'est le tableau de bord qui va permettre de télécommander, c'est-à-dire qu'on se préoccupe peu du châssis, j'allais dire des roues, etc. Il faut que ça fonctionne. Par contre, le tableau de bord, c'est ce qui va me permettre de mieux rouler, voire de rouler en autonome. C'est-à-dire avec tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning que je peux rajouter en termes d'innovation sur mes applications. Donc c'est finalement ce tableau de bord qui va finalement s'affranchir, ou me permettre moi conducteur de m'affranchir finalement de tout le reste pour mieux piloter à la destination et puis être actif, comme vous l'avez dit, finalement, changer de route de façon automatiquement parce qu'il y a du trafic ou je sais pas, toute cette intelligence-là derrière.
Allez, c'est parti. Vous nous avez posé pas mal de questions durant ce live. On va y répondre. Alors, il y a une question qui est arrivée qui est très intéressante, que je vais reprendre si ma tablette le souhaite, parce qu'on reste encore malheureusement attaché à ces choses. Quel ROI avez-vous constaté chez les clients après leur migration vers le cloud hybride? Ouais. Je vais peut-être prendre celle-là. Allez, Du coup, allez. parce qu'il y a plusieurs ans. Alors, c'est vrai que ça va dépendre d'où vient le client, enfin l'entreprise derrière. Mais c'est vrai que le premier impact, c'est vraiment l'unification des opérations. C'est-à-dire, ne serait-ce que j'ai l'inventaire de l'ensemble de mes ressources et je peux les manager. Rien que ça, l'impact de ça, en fait, c'est ensuite je peux décider de les éteindre la nuit, de les éteindre le week-end parce que je sais qu'elles ne sont pas utilisées. Donc tout d'un coup, je peux mettre en place des practices qu'on appelle FinOps, c'est-à-dire financières, pour les optimiser. Et là, voire réserver aussi des capacités, parce qu'on peut le faire dans le cloud public sur Azure, hein, pour dire, bah voilà, je les réserve et je m'engage dessus parce qu'en fait, du coup, je ne veux payer que les débordements derrière. Donc là, ça peut aller de 30% à 70% d'économie parce que je vais mettre en place des practices énormes, voilà, d'optimisation sur un parc, un patrimoine que je ne contrôlais pas bien. Voilà, tout simplement. Donc reprendre le contrôle encore une fois. Reprendre le contrôle et ensuite y appliquer voilà, tout ce qu'on disait de sécurité, de monitoring, taguer, etc. pour ensuite refacturer derrière. Donc voilà, il y a des intérêts énormes derrière. Alors encore une question très intéressante qui a été posée. Quelles sont les données que vous recommandez de conserver sur cloud privé? Vous voyez? Parce que vous aviez parlé justement, le cloud privé a un enjeu, le cloud public a un enjeu également, et puis le cloud hybride est là au milieu. Mais justement, qu'est-ce qu'on garde aujourd'hui sur le cloud privé? Après, là, je pense que chaque entreprise est un peu différente par rapport à ça. Et puis, ça dépend aussi quel niveau de confiance on va avoir sur ces données et quelle conscience par rapport à nos clients, typiquement RGPD, est-ce qu'on a le droit de les sortir ou autre. Et c'est souvent le premier pas qu'on fait avec nos clients sur une démarche hybride, c'est celle-là. Ségréguer les données, voir quelles sont par rapport à leur contexte, les données qui peuvent aller dans du cloud public, des données qui peuvent aller dans du cloud public avec de l'anonymisation, avec de la sécurisation complémentaire, et les données qui ne peuvent pas, parce que c'est des secrets industriels ou parce qu'on a des contraintes très spécifiques qu'on veut garder dans le cloud privé. Tout à fait. Mais alors justement, comment est-ce qu'on décide de ça, Guillaume? Est-ce que vous êtes là avec l'entreprise et que vous dites, nous on pense que peut-être que là ce serait mieux de le garder sur le cloud privé parce qu'effectivement il y a un enjeu qui est plus important, ou est-ce que c'est l'entreprise qui va tout décider de A à Z? Nous on les accompagne et chaque entreprise est différente. C'est pas blanc ou noir. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment la première question qu'il faut se poser. Assez souvent, on se rend compte que l'entreprise, des fois, n'ose pas mettre beaucoup de données dans le cloud public. On se rend compte rapidement qu'en mettant de la sécurité, en expliquant comment ça marche, en mettant de l'anonymisation, en mettant des couches de sécurité complémentaires, on peut mettre plus de données. Parfois, les entreprises sont confortables de mettre 100% des données dans le cloud public. Mais souvent, effectivement, on va se retrouver que c'est les données, on va dire, très critiques. Et cette transition progressive, donc on pense qu'il ne faut pas se dire « je vais faire tout de suite 0 à 100%». On va commencer et petit à petit, on fait des incréments de valeur et on met du coup de plus en plus de données sur du cloud public pour être traitées de manière centralisée. Alors, il y a eu beaucoup de questions. J'en aurai malheureusement une dernière pour vous parce qu'on est aussi tenu par le temps. Je vais vous demander d'y répondre rapidement. Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour favoriser l'adhésion des équipes IT à un projet d'hybridation? Tu réponds? Oui, je pense qu'on va essayer de répondre rapidement, parce que du coup, c'est une question large. Mais effectivement, on a toujours les outils. Donc, on a pas mal parlé des outils, finalement. Et puis, l'accompagnement, je veux dire, presque managérial, sur le mode de fonctionnement. Là, c'est l'agilité, c'est la transversalité. C'est vrai que l'agilité, ça s'apprend, ça se forme. C'est quelque chose qui est beaucoup impulsé par les DevOps. Voilà, derrière, on appelle ça des feature teams aussi de plus en plus derrière, ou des fusion teams d'ailleurs de plus en plus. On voit bien que la problématique est de plus en plus sur les DevOps et leur lien métier. Voilà. Et donc finalement, les outils permettent de se libérer de ça tout simplement. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a souvent en parallèle un sujet de processus managérial de transformation. Ouais, je dirais 3 points rapidement. Finalement, nous on dit dans tout projet, dans tout Move to Cloud, il y a 3 éléments sous-jacents. Le premier, c'est le DevOps, c'est-à-dire que ça ne marche pas si on ne change pas la manière dans laquelle on est organisé. La valeur du cloud vient parce qu'on met du DevOps et donc on casse les silos dev opération. Donc ça, c'est clé que tout le monde ait bien en tête. Le deuxième, c'est les techno-cloud natives. On ne fait pas de l'hybride successful si on n'utilise pas des techno-cloud natives. Et la troisième, c'est une culture différente, une culture d'adoption progressive,
il faut qu'on avance et qu'on crée de la valeur rapidement. Très data-driven. Très data-driven, et c'est ça qui change énormément. Ces 3 éléments-là, c'est vraiment les facteurs clés de succès sur ces projets pour les populations IT. Allez, même si on n'a plus de temps, il faut quand même que je vous pose une dernière question parce qu'elle est capitale et elle est sur la sécurité. Donc on ne peut pas dire qu'on va faire un Q&A et pas répondre à cette question parce que comment est défini le partage de responsabilités autour de la sécurité avec Azure Arc? Ça, c'est une question capitale. Oui, de la même façon que sur Azure, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'outils de chiffrement, alors chiffrement de stockage, confidential computing, enfin on pourrait y venir sur des technologies tout simplement, et ensuite c'est le client qui décide. Par exemple, la localisation des données, c'est lui qui, dans son panel de contrôle, va dire mes données elles restent en France, on a des engagements extrêmement forts là-dessus, sur ces éléments-là derrière. Donc ça, on pourrait en faire, je pense, des heures là-dessus. On pourrait refaire un live dessus. Il y a clairement les technologies qui sont mises en œuvre par l'entreprise, accompagnées par un Orange par exemple, derrière un Orange Business Service. Et puis il y a ensuite la responsabilité pure de l'hébergeur, du public cloud, qui est très très clair, et sur nos engagements, encore une fois, des données qui restent dans les régions qui sont des régions géographiques sur Azure. Et le partage de responsabilité, je pense que sur ce sujet, comme c'est sur Azure Arc spécifiquement, effectivement, et on a aussi des démos pour comprendre un peu ce qu'il y a derrière. La technologie Azure Arc, c'est une techno bien qu'on installe on-premise, donc quelque part c'est notre choix, c'est notre choix et ça ne change pas. Les privilégier, les données, on n'est pas obligé de les sortir et elles restent dedans. C'est peut-être ça qu'on a peut-être complété. Et effectivement, on aura des démos, il y a des démos qui, pour voir comment ça fonctionne, parce que véritablement, les données, elles vont rester dedans. Pour cette partie-là, ce qui est important aussi à noter, c'est toute cette partie policy qui va permettre du coup d'avoir, nous, une vision très fine comme ce qu'on peut avoir sur Azure, de se dire, tiens, spécifiquement, qu'est-ce que je vais permettre à un opérateur de faire ou de ne pas faire. Et après, effectivement, bien sûr, si on veut utiliser le monitoring centralisé d'Azure, forcément, les données, elles vont véhiculer jusqu'à Azure. Donc, il faut être confortable par rapport à ça. Mais c'est ça qui est intéressant dans cette démarche et dans cette technologie. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été aujourd'hui avec nous pour ce live, d'avoir répondu aux questions qu'on se posait justement en direct. C'était très intéressant, on a appris beaucoup de choses. Guillaume Renaud et puis Xavier Perret. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci pour vos questions. On espère avoir répondu et à vos questions et à vos attentes. Et on vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.